Avec ou sans parure, avec Méditoici. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Créativité, rêve, imagination, ces mots ont-ils leur place dans la société marocaine contemporaine? Comment en 2017 vivons-nous notre rapport à la créativité ? À l'école, dans les médias, dans le monde de l'entreprise et plus largement dans notre société. Sommes-nous un pays où tout est possible? Sommes-nous des créateurs et des réceptacles de talents aux esprits libres et vifs? Ou au contraire, passons-nous par une crise de la créativité? Le Maroc permet-il la création? Point d'interrogation, c'est l'intitulé de ce débat. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Salah Al-Ouadia, vous êtes président fondateur du mouvement d'Amir, poète et écrivain. Vous êtes un militant des droits de l'homme. Vous êtes membre fondateur de l'OMDH, l'organisation marocaine des droits de l'homme et du Forum Vérité et Justice. Vous avez aussi fait partie de l'instance équité et réconciliation. Bienvenue, Salah Al-Ouadia. Bonjour, Salah Al-Ouadia. Bonjour. Également Bonjour. avec nous Fadil Hadjami, professeur d'histoire de la philosophie, titulaire d'un doctorat en philosophie. Vous enseignez à l'université Mohammed V de Rabat. Vous avez à votre actif plusieurs écrits, notamment La philosophie de Gilles Deleuze, de l'être et la différence, ou encore une traduction de l'œuvre de Deleuze-Spinoza, La philosophie pratique. Bienvenue Adil Hadjami. Merci. Également avec nous dans le tour de table, Nabil Boutaleb, sémioticien. Après des études en philosophie à l'université de Montréal, vous obtenez un DES en sémiotique. Actuellement, eh bien, vous dirigez l'agence de communication Altaïr. Bienvenue Nabil Boutaleb, merci d'avoir accepté notre invitation au débat cet après-midi. Bonjour Mehdi, merci. Également avec nous, Fotman Nasseri, réalisateur. Vous êtes lauréat de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle de Paris, auteur et réalisateur de nombreux documentaires et courts-métrages. Vous sortez votre premier long-métrage, Les hommes ne reviennent jamais, c'était en 2013. Actuellement, vous développez votre deuxième film qui aura pour titre Estevanico, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, bienvenue Fotman Nasseri. Merci beaucoup. Et enfin avec nous Jean Zagagnaris, enseignant-chercheur en sociologie. Vous êtes membre du Centre de recherche économie, société, culture de l'EGE Rabat. À partir d'approches sociologiques et philosophiques, vous travaillez sur les représentations sociales dans la littérature marocaine de langue française. Avec Abdallah Baïda et Mamoun Lahbabi, eh bien, vous avez publié récemment Voix d'auteur du Maroc. C'est aux éditions Marsa. Bienvenue Jean Zagagnaris. Merci. Tout de suite, messieurs, l'édito préparé par la rédaction. Et bien sûr, on se retrouve juste après pour vos réactions. Briser les conventions afin de regarder les choses sous un jour nouveau. Inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, faire des erreurs et s'amuser. Le délire, l'incertitude, l'hésitation, le trouble, voilà ce que serait la créativité selon ceux qui l'ont expérimentée. Comme la vie humaine, disent-ils, elle naît dans le noir. La créativité est un mystère et les esprits créatifs sont difficiles à repérer. Tellement difficiles que beaucoup de créateurs mettent du temps à se reconnaître eux-mêmes. Les esprits créatifs s'expriment dans les arts, les sciences, les techniques, partout et en tout temps, car la créativité est multiple. Ses influences sociales sont différentes et nombreuses. Les personnes créatives chantent, dansent, écrivent, dessinent et peignent le monde tel qu'elles le voient, tel qu'elles le vivent et tel qu'elles le souhaitent. Pour créer, les esprits créatifs sortent des limites, des perspectives possibles et flirtent avec l'impossible parce que pour eux, rien n'est impossible. Ils oublient le présent, ils explorent autre chose et rêvent d'autre chose. Ils se mettent au défi de la convenance, leur objectif, faire bouger les choses. Mais sommes-nous tous capables de créativité ? Une même société peut-elle permettre le luxe de la créativité à quelques-uns et pas à d'autres ? Et puis la créativité, cette audace assoiffée de changement et de renouveau, ne fait-elle pas peur au final, au point de ne pas être bienvenue en toutes circonstances ? Dans une société amatrice de statu quo, habituée à l'évolution lente et au changement rare, y trouvant une stabilité rassurante, la créativité peut en effet bouleverser les codes et provoquer un raz-de-marée important dans son sillage, les acquis,
les traditions et l'ordre ordinaire. Non, toutes les sociétés ne favorisent pas la créativité et non plus. La créativité ne survit pas toujours dans des sociétés se confortant dans la pensée conforme et uniforme. Notre système scolaire est standardisé et nos enfants n'ont pas toujours l'occasion de développer leur passion et leur talent. Notre école n'est pas forcément un lieu de création, en ce sens qu'elle prône un comportement type de la part de personnes qui plus tard vivent mal dans un monde de différence. Et pourtant, la création et la créativité peuvent parfaitement s'insérer dans les sociétés. Et celles-ci ont tout intérêt à se laisser faire. Il y va du développement et de la prospérité d'un pays. Alors qu'en est-il du Maroc ? Le Maroc permet-il la création ? Les Marocains se sentent-ils libres de créer ? Et quand ils le sont, pourquoi leurs créations artistiques notamment ont-elles du mal à convaincre un maximum ? La création au Maroc est-elle en crise ? Si oui, quelles en sont les causes, les conséquences et les solutions ? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Salah Louadir, je rappelle que vous êtes président fondateur du mouvement Damir Première Réaction à l'édito. Oui, je crois que le potentiel de créativité, la volonté, l'élan existe. Maintenant, c'est vrai que nos sociétés est imprégnée par une dynamique lente sur le long terme. Mais ce que nous pouvons remarquer aujourd'hui, c'est que il y a aujourd'hui, depuis les années 2000, il y a une plus grande audace, si l'on veut, à vouloir aller au-delà de ce que nous avons vécu pendant les années connues de plomb. Donc, nous voyons, les gens touchent à des sujets nouveaux, ils sont audacieux, et en même temps, nous remarquons qu'il y a des réactions conservatrices dans la société, ce qui fait que l'évolution n'est pas aussi sûre. Nous n'oublions pas qu'il y a aussi un problème d'infrastructure, il y a aussi un problème de politique, et ça, on peut y revenir, de politique publique concernant tous les domaines de la création. Et il y a également une tendance, si on veut, conservatrice au niveau aujourd'hui, et c'est ce qui est inquiétant, au niveau d'une grande partie de l'intelligentsia, si on veut, de la classe, disons, plutôt politique, mais également chez certaines expressions, si on veut, qui prônent des vues, des propositions conservatrices. Nabil Boutaleb, sémioticien, par rapport à l'édito. Déjà, le sujet est absolument délicieux aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque, une petite distinction entre créativité et création. On ne parle pas de la même chose. La créativité et la création n'ont pas les mêmes visées et ne renvoient pas à la même démarche. Un artiste qui fait de la création, qui crée, n'a comme seule visée que sa seule représentation du monde. Et il est intéressant parce qu'il nous fait ouvrir les yeux sur sa représentation singulière, et il devient un grand artiste quand sa singularité est universelle. Voilà. La créativité, elle est à l'œuvre partout, dans les entreprises, à l'école, dans l'ensemble de la société, et elle fait appel plutôt à des registres, plus simple, dans le sens où on attend, par exemple, d'un enfant qui soit créatif, c'est-à-dire qu'il s'invente, qu'il se réinvente à travers les jeux, etc. Donc une petite distinction entre création et créativité. Adil Hadjami, professeur d'histoire de la philosophie. Alors, oui, sur un niveau politique, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Salah Louadir. La créativité ou la création, avec la censure, c'est pas des choses qui sont compatibles. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que souvent, le conformisme, quelquefois, c'est le cas aujourd'hui, prend le nom de la créativité. Dans quel sens ? C'est qu'aujourd'hui, on fait comme si tout le monde peut être créateur. C'est quelque chose qu'on peut faire volontairement. Chose qui me paraît tout à fait fausse. À mon avis, il y a peu de créateurs dans le monde.
il y a peu de créateurs dans une société. Être créatif, c'est du travail. Il n'y a pas de spontanéité dans la créativité. Et cette tendance à dire que tout le monde, à mon avis, tout le monde a un potentiel de création, oui, je veux bien, mais moralement, d'accord, oui, tout le monde peut l'être, mais en effet, dans les faits, ce n'est pas le cas. Et je crains que ce mot, cette promotion de la créativité, ne soit finalement qu'une autre manière de promouvoir la banalité, je peux même dire. C'est ce qu'on voit. Tout le monde se veut aujourd'hui écrivain, tout le monde se veut journaliste, tout le monde se veut poète, et ça me gêne d'une certaine manière. Je crois que, comme disait Brel, il n'y a pas d'inspiration. Il disait 4% d'inspiration et 96% de transpiration. Exactement. C'est du travail. C'est pas quelque chose qui vient par décret. C'est ce que je voulais dire, mais le reste, on va le développer après. Othman Nasseri, réalisateur. L'édito a fait le tour de la question de manière efficace, effectivement, en passant de la définition générale à quelque chose de plus spécifique au rapport à la société et par la suite également à la société marocaine. Ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est ce paradoxe que crée notre société au final, notre société mondiale, hein, et marocaine aussi, bien entendu, encore plus. C'est de créer cette pensée unique, cette espèce d'efficacité que génère le système éducatif mondial et marocain, bien entendu, avec ce désir de produire cette efficacité en termes d'éducation, et par la suite vénérer toute personne créative telle qu'elle a été décrite très bien d'ailleurs dans l'édito, c'est-à-dire se surpasser, cette ivresse, cette espèce de sensibilité que les gens ont et qui devient vénérée, sauf qu'à aucun moment notre système n'a fait quelque chose pour créer ce type de personne, en sachant bien entendu que par définition une personne créative est une personne exceptionnelle, est une personne unique, etc., etc. Donc il y a de l'inné et de l'acquis. Donc voilà, moi je retiens vraiment ce rapport-là, on reviendra dessus exactement. Ouais. Voilà. Jean Zaganeris, enseignant-chercheur en sociologie. Oui, il y a deux choses qui ressortent de l'édito qui m'ont beaucoup plu et qui peut-être renverraient. Alors justement, il y a une dimension philosophique de la création. La distinction était importante entre création et créativité que fait Sissi Boutaleb. Et effectivement, alors peut-être parfois je les utiliserai comme synonyme, mais gardons en tête création, vraiment création au sens où l'on entend par exemple Gilles Deleuze créer, c'est résister à tout ce qui essaye, toutes ces transcendances qui essayent de contrôler nos vies. Ce matin, j'ai revu la conférence de Deleuze à la FEMIS. Alors, Sia Djani va en parler sûrement plus tard, mais du coup, je le dis maintenant pour plus revenir sur Deleuze, mais il y a quelque chose d'important chez Deleuze, que ce soit dans son livre Dialogue ou dans d'autres choses, quand il dit créer, c'est résister. Créer, c'est résister alors aux transcendances, c'est résister à la bêtise ambiante. Alors pour les philosophes, c'est créer des concepts pour résister à la bêtise. Pour les artistes, on peut créer aussi de la bêtise. Hein. Oui, alors justement, mais Deleuze, dans Qu'est-ce que la philosophie, avec Félix Guattari, justement, ils reviennent sur ce problème, hein, qu'à un moment le trop plein de communication et qu'à un moment le concept n'a jamais été le concept marketing d'un paquet de nouilles. Créer, c'est au sens philosophique du terme, créer des concepts, et le concept n'est pas juste, c'est ce qui s'oppose intrinsèquement ou par essence à la bêtise. Je dis bien, c'est une approche philosophique chez Deleuze. Et on a aussi chez les cinéastes, les artistes, par exemple Deleuze dit des cinéastes, hein, ils créent un moment des blocs de mouvement duré. Alors après, on peut aborder la question sociologiquement aussi de la création. Et alors là, on va avoir sûrement un tout autre regard. J'ai lu récemment le livre de Pierre Bourdieu sur Manet, une révolution symbolique. Et Bourdieu s'intéresse à ce que le peintre Manet est en train de faire avec ses tableaux, et notamment tout ce qui a trait à cette espèce d'apparition immanente de la sexualité dans le champ de la peinture. Et Bourdieu parle de la création comme d'une révolution symbolique qui arrive à un moment à imposer de nouvelles structures cognitives, des nouvelles structures de connaissances qui se généralisent, qui à un moment font partie des modes de pensée dominants. Et ce que dit Salah Rewaldi est très important. Il y a une rupture effectivement au Maroc dans les années 2000.
Moi, je pense qu'il y a une révolution symbolique. Dans mon livre, Un printemps de désir, représentation des genres et des sexualités dans le cinéma et la littérature marocaine, et tout ça, ça se passe dans le contexte du printemps arabe, mais il faut remonter fin des années 90, je pense à des romans de Baatra Belsi, Une femme tout simplement, Rita El Khayat qui sort au début des années 2000, La liaison. Et donc là, il y a quelque chose, effectivement, une rupture, une sorte de révolution symbolique qui s'observe, alors qui est conjointe à des attitudes, la création là est conjointe à des attitudes politiques. C'est la sortie des années de plomb, l'instance équité réconciliation, etc. Mais qui interpelle aussi le champ des arts. C'est pour ça que je reste, pour moi, extrêmement optimiste sur l'apport en termes de création. Là, je dirais création et pas créativité. L'apport en termes de création dans le champ littéraire marocain. Et je vais aller peut-être plus loin que mon collègue, je termine par ça. Oui, effectivement, alors beaucoup d'écrivains dans Voix d'auteur du Maroc, le livre dont vous avez parlé, coordonné avec Abdallah Baïda et Mamoun Larbabi, beaucoup d'écrivains disent qu'effectivement, créer, ça implique du travail, ça implique d'avoir beaucoup lu, Bouteyna Azami, Valérie Morales-Atias, beaucoup d'auteurs reviennent sur les lectures. Mais là, j'aurais peut-être, alors j'ouvre peut-être le débat avec Si Hadjani, moi j'aurais une vision beaucoup plus proche de Jacques Rancière, peut-être que la vôtre à ce niveau-là. Jacques Rancière qui parlait des égalités, d'intelligence, qu'à un moment, oui, le 19e siècle, c'est n'importe qui peut devenir écrivain, mais à condition qu'il travaille et qu'il puisse être reconnu justement en tant que tel dans cet espace. Et je pense que dans justement cette littérature marocaine, mais là je pars par rapport à mon objet, cette littérature marocaine qu'on déprécie, moi j'ai lu beaucoup de choses négatives, justement, des gens qui savent pas écrire, etc. Je pense que dans cette littérature marocaine, et je mets là-dedans des dizaines et des centaines d'auteurs, je pense qu'il y a quelque chose de qualité dans cette littérature marocaine et quelque chose qui touche à la création, quelque chose de très fort. Peut-être on y reviendra plus tard. Salah Louadé, président fondateur du mouvement d'Amir. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec Nabil Boutaleb, sémioticien, et avec Jean Zaganiaris aussi, quand il s'agit de faire le distinguo entre créativité et création? Parce que finalement, les deux sont le fruit de l'imaginaire, a priori, et donc c'est ce qui pourrait être l'objet quelque part de la crise que l'on pourrait constater dans divers domaines dans notre société. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de la politique, des années de plan, mais on pourrait aussi faire les constats qui prévalent aussi dans le monde artistique, monde médiatique et autres. Alors, sur le distinguo déjà. D'après ce que j'ai compris du distinguo qui a été fait, c'est que on peut considérer que la création est quelque chose qui se fait sous nos yeux et la créativité, c'est un potentiel auquel on peut s'adresser de différentes manières. Et je crois, peut-être que je vais ne pas être d'accord avec mon ami Adil, je crois qu'en chacun de nous, il y a un potentiel de créativité. Et ce n'est pas simplement une question personnelle d'y arriver ou pas, c'est une question aussi d'attitude sociétale, si on peut dire. C'est-à-dire, quelle est l'attitude actuelle dans notre pays vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la société du savoir aujourd'hui? Le savoir aujourd'hui, c'est le bien que l'on produit, que l'on partage, que l'on vend, pour lequel on se bat pour avoir accès, etc. Alors, dans nos sociétés marocaines aujourd'hui, quelle est cette attitude? Je ne crois pas que dans le débat public aujourd'hui, il existe une approche réellement, si on veut, résolue pour justement faire accéder aujourd'hui notre pays à ce genre de préoccupation majeure qui est la principale matrice de toute créativité qui voudrait s'exprimer en création. Et d'ailleurs, je peux dire que pendant des années, Fatima Al-Magnessi a organisé des ateliers d'apprentissage de l'écriture et ça a donné des résultats. Ça veut dire que si on vient en aide, si on institue des politiques résolu pour justement encourager la créativité, on y arrive à la fin. Regardez par exemple ce que donnent des comédiens qui nous viennent de l'ISADAC. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ça veut dire que si on crée les espaces où ce potentiel de créativité peut s'exprimer, on a certainement, je ne sais pas qui a dit, on a certainement des résultats probants. Je ne sais pas qui a dit que
combien de Mozart nous perdons en cours de route. Je ne sais pas qui l'a dit, il y a certainement quelqu'un qui va s'en rappeler, mais c'est vrai. Donc, et à la fondamentalement, c'est une question de choix. Or, comme l'a dit Adil, et là je suis d'accord également, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Par exemple, les campagnes qui ont été menées par un certain nombre d'acteurs politiques contre les festivals de musique. Vous vous rappelez même des prises de parole absolument hilarantes au sein du Parlement. C'est extraordinaire. C'est des choses qui rappellent. Ça prouve qu'ils ont le sens du spectacle. Qui rappellent qui rappelle par exemple l'attitude des ulama au début du siècle dernier, lorsque ils ont interdit l'appareil de photographie ou le phonographe. Donc c'est une question fondamentalement de choix de société, c'est-à-dire une question fondamentalement de lutte politique. Je reviens aussi, parce que on ne lutte pas politiquement simplement pour le pouvoir. On lutte également pour pouvoir, je dirais pas imposer, ce serait un non-sens, mais pour pouvoir vraiment convaincre de la nécessité d'aller vers un modèle de société et pas vers un autre. Et je crois que là, fondamentalement, nous n'avons pas ce choix assis définitif pour aller vers cet horizon. Adil Hajjam, ici professeur d'histoire de la philosophie, sur la distinction qui a été faite en tout début d'émission, création, créativité, et puis je vous laisse rebondir effectivement sur ce qu'a dit Salah Louadia. Oui, on peut dire que création, c'est plutôt l'objectif. Créativité, c'est l'acte personnel, si j'ai bien compris, dans un certain sens. Je veux parler à propos de deux choses. La première, c'est, je veux dire la chose suivante. La question morale, parce que finalement, quand on parle du côté politique et social de la société, on parle finalement du côté moral, surtout dans une société comme la nôtre. Je veux dire une chose qui est fondamentale dans les études esthétiques, qui a été tranchée depuis des siècles, c'est que la création reste neutre, indifférente par rapport aux objets, aux sujets qu'elle traite. Dans quel sens? Je peux faire, avec le plus beau visage du monde, je peux faire le portrait le plus laid possible. Et puis avec le visage d'une vieille dame, une grande mère africaine, tout ridée, je peux créer un très très beau tableau. Kant disait, l'art ce n'est pas la représentation d'une belle chose, mais c'est la belle représentation d'une chose. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela? Moi, permettez-moi le mot, mais je m'en fous par exemple, parlant d'un film, de ce qu'il traite. Est-ce que c'est une question sexuelle ou c'est une question religieuse ou est-ce qu'il parle de la Palestine ou il parle... Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le travail cinématographique fait sur la chose. C'est ça ce qu'on doit juger. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, socialement, dans notre société, c'est qu'on dit, ce film, il est bon, forcément bon. Pourquoi? Parce qu'il traite un sujet tabou. Je ne suis pas d'accord. Ou le contraire, il est forcément mauvais parce qu'il parle d'une chose dont on doit se taire, ou vis-à-vis de quoi on doit se taire. Moi, je trouve que c'est une fausse question. Alors, il faut vraiment, là je rejoins mon ami Salah, c'est l'éducation artistique, c'est l'éducation globalement qui peut vraiment nous faire sortir de ce choix entre la peste ou le choléra, ou la morale et les bonnes mœurs, ou le manque de créativité, et puis le conformisme. Cela étant dit, je veux aussi un peu approfondir ce que je viens de dire au début. L'art n'est pas démocratique, la création n'est pas démocratique. La démocratie, c'est un concept politique, mais ce n'est pas artistique ou, disons, qui appartient au domaine de la création. C'est pas parce que je veux être créateur que je peux l'être. Finalement, ce que je voulais dire, c'est justement ce que je viens de dire, Salah, c'est que quand il a dit combien de Mozart on a perdu, c'est justement ça. Il faut aller chercher du côté des artistes,
disons, caché, ou disons, il faut promouvoir le vrai l'art, la création, c'est toujours quelque chose qui naît dans les marges. Ce que je veux dire, c'est pas une profession, je peux même dire ça. Kant le disait, art créateur et profession, ça va pas de soi, ça va pas de pair, comme j'ai dit tout à l'heure. Troisième chose que je veux dire, en passant, justement, c'est une très belle définition. La création, la créativité, c'est résister à la bêtise. Mais ce qui se passe, ce qui arrive, c'est que souvent, dans les discours qu'on entend, là où il y a les discours qui veulent vraiment se débarrasser de la bêtise, c'est en elle-même que réside la bêtise. Je trouve, dans le discours qui est toujours contre la bêtise, il y a de la bêtise, justement. Parce que tout ce qui est conformiste, tout ce qui est sur quoi on est d'accord, pas besoin de le matraquer tout le temps. Je veux dire par cela, c'est que la créativité, la création, c'est toujours quelque chose d'inattendu. C'est de l'événement. C'est de l'ordre de l'événement, quelque chose qui surgit. On ne pouvait pas, à l'époque, penser qu'il y aurait un Kafka, par exemple. Où on ne peut pas avoir une ordonnance ou créer une ordonnance pour arriver à créer des grands écrivains. On ne le sait pas, ça reste quelque chose de mystérieux. Il faut aller chercher du côté de l'éducation, du côté de promouvoir les forces privées qui sont souvent cachées. Il faut se méfier du discours ambiant qui est souvent porteur de bêtises et de conformisme. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Nabil Boutaleb, sémioticien, est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois où vous vous êtes extasié par rapport à une création ou l'imaginaire d'un artiste marocain où vous avez pu voir une créativité qui vous a bouleversé, voilà. En peinture, on produit beaucoup de belles choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes marocains intéressants en peinture et il m'est arrivé plusieurs fois de regarder des tableaux avec extase, si c'est la question. C'est intéressant comme question parce que au fond, qu'est-ce que c'est qu'une bonne création? C'est quelque chose qui fait appel à vos émotions, qui vous saisit, qui vous fait voir le monde autrement. Et qui, tout d'un coup, lorsque vous regardez ça, vous dites, mon Dieu, c'est vrai, c'est comme ça. Voilà. Et donc, il y a quelque chose du saisissement, de l'extatique dans une œuvre d'art. Votre question, elle est aussi, ta question, elle est aussi relative au contexte local que nous vivons. Moi, ce que je vois émerger depuis quand même quelques dizaines d'années maintenant, c'est ce champ très riche de la peinture marocaine. Alors, pourquoi la question ça reste assez élitiste. Non, mais finalement, ça reste quand même assez élitiste, ce que vous nous dites, parce que l'ensemble des Marocains n'est pas forcément toujours confronté à des toiles de maîtres ou des toiles c'est plus le cinéma, la publicité, ce qu'on voit dans le rue. Au cinéma, on a mis de la créativité là-dedans. Un siècle pour reconnaître Van Gogh. On a mis des dizaines d'années pour reconnaître Picasso. Ouais. Un grand artiste, c'est quelqu'un qui ouvre un nouvel horizon, qui n'est peut-être pas accessible à tous. Là, vous ne pensez pas que c'est fait uniquement à des fins bassement pécuniaires et pour des raisons beaucoup plus financières qu'autres. Vous parlez de Van Gogh, moi j'ai envie de vous parler d'un peintre marocain, Hariri par exemple. Personne n'a reconnu, en tout cas comme... on le devrait éventuellement, le talent d'un Hariri. Aujourd'hui, le Hariri qui est mort dans la misère, ses tableaux valent... C'est Rabaoui. Longue vie à notre ami Abdallah Hariri. Qui est un très beau livre de Rabaoui a été reconnu dans les années 60 par un certain nombre de personnes au Maroc qui ont acheté très vite ces tableaux parce qu'ils avaient compris la portée qu'avait ce peintre. Il y a donc quelques personnes suffisamment... qui était suffisamment ouverte pour comprendre un peu le travail de Rabaoui. Ouais, mais est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'il y a une crise de l'imaginaire au Maroc? Alors, c'est fort le mot crise. Une crise viendrait après un âge d'or. Est-ce qu'on a eu un âge d'or? Quel est le sens de l'art dans notre société arabo-berbère musulmane? Vous êtes en train de nous dire que finalement, puisqu'on n'a pas connu d'âge d'or, on ne connaîtra pas la crise? C'est simplement une question que je pose. Je voudrais revenir aux distinctions qu'on avait faites au début. Créativité, création, art, artisanat.
On est un pays très très riche en matière artisanale. On est un pays très riche en matière de production architecturale. Mais la peinture, par exemple, si nous ne prenons que la peinture, c'est un art qui est récent dans l'histoire du Maroc. C'est pas un art ancien, il est récent. Si vous prenez l'Europe, l'Europe fréquente la peinture depuis des siècles. Depuis des siècles, au moins 20 siècles. C'est-à-dire la représentation, par exemple, chrétienne du monde s'est développée à travers tableaux et sculptures sur un ensemble de 20 siècles. Or, nous, au Maroc, c'est tout à fait récent. Nous émergeons dans ce monde. Alors, parler de crise me semble un petit peu lourd de conséquences et de sens. On peut se plaindre d'un manque de créativité, certainement. Je pense que vous en avez parlé au début. On peut se plaindre également, et c'est là où moi ça me gêne, du récit qu'on fait de l'art aujourd'hui. Alors collectivement, quel récit faisons-nous de l'art? C'est souvent un récit très déprécié. D'ailleurs, la vision qu'on a de l'artiste collectivement n'est jamais une vision très positive. On est très positif vis-à-vis de la réussite en matière d'ingénierie, de finance. On souhaite pour nos enfants d'arriver, mais peu de gens souhaitent voir leurs enfants devenir des artistes. D'abord parce qu'ils supposent que c'est donné à très peu de gens, et donc on ne va pas prendre ce risque pour nos enfants. Donc amenons-les sur ce qui est convenu, sur ce qui est attendu. Voilà. Et l'art est justement dans ce que vous avez mentionné tous les deux tout à l'heure, dans l'inattendu, dans le saisissement, dans le surprenant. Ousmane Nasseri, réalisateur. Plus de l'imaginaire ou pas dans ce alors pays? justement, juste avant, je voudrais rebondir très rapidement sur la différence entre créativité et création. À mon sens, en tout cas, je pense que la créativité est peut-être la plus belle chose qui puisse arriver à la création. J'ai deux collègues en face de moi, je sais plus, je me rappelle plus si c'était, qui parlaient de démocratisation. C'est effectivement la démocratie, la démocratisation n'est pas quelque chose qu'on attend de la création. De la créativité, pardon, mais on peut l'attendre de la création. Voilà, c'était M. Loadé qui en a parlé effectivement tout à l'heure. Moi, je pense effectivement que la démocratie, la démocratisation n'est pas quelque chose qu'on attend de la créativité. On pourrait l'attendre de la création, c'est-à-dire offrir à une population, à une société, les éléments tangibles et des éléments objectifs, des éléments neutres, pour avoir le regard lucide, pour pouvoir par la suite apprécier l'art, la culture, et du coup par ricochet la créativité. Pardon, c'était quoi votre question? Je vais la formuler autrement, parce que est-ce que finalement dans notre société marocaine, nous avons un problème avec notre hémisphère droit? Voilà. Très bien, non, ça a le mérite d'être clair. Oui et non. Oui et non, pour la simple et bonne raison que peut-on véritablement parler, j'en parlais encore une fois à l'instant même, est-ce que cette société-là a à tous les niveaux, à toutes les échelles de sa composante sociale, a les éléments nécessaires pour pouvoir discerner. On parlait tout à l'heure d'une crise. On s'est posé à juste titre la question, est-ce qu'il y a eu un âge d'or? Moi, je pense qu'il y a eu un début d'âge d'or. Il y a eu une début d'éclosion qui, à mon sens, a été étouffée dans l'œuf. Allez, on va dire grosso modo à la fin des années 70, début 80. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Au niveau du système éducatif, au niveau de l'arabisation forcée, au niveau de toutes ces choses-là, je crois que déjà une grosse partie de la société marocaine a été étouffée dans l'œuf et a fait éclore simplement une élite qui a eu la chance de se scolariser, de s'éduquer de manière adéquate et selon les normes aujourd'hui internationalement convenues. Et on a assisté à effectivement le résultat très logique de la chose et fait que aujourd'hui on a effectivement un art élitiste qui a également été évoqué à juste titre il y a à peine 2 minutes. Oui, donc un art élitiste. Bon, maintenant, essayer de briser la glace entre une société qui aujourd'hui considère encore l'art élitiste, en sachant que l'art est déjà élitiste dans des sociétés très avancées comme en Europe, etc., qui ont effectivement fréquenté la peinture depuis des siècles, pour ne citer que la peinture. Mais je pense qu'il y a un travail à faire pour pouvoir briser cette glace
qui s'impose entre l'art et la société. Il y a un travail qui est déjà fait au niveau des cinéastes, pour pouvoir banaliser un certain nombre de choses. Maintenant, c'est discutable, la qualité est discutable, et je pense que même au niveau du cinéma, qui est un secteur que je connais un petit peu, il y a un certain nombre de choses à dire. Donc il y a énormément de contraintes, bien entendu, qui sont d'ordre structurel, bien entendu, administratif, etc., mais également d'ordre intellectuel et qui sont le fruit d'un système que j'ai évoqué. Oui, Jean Zaganeris, enseignant-chercheur en sociologie, peut-être une réaction. Oui, non, de toute façon, la création n'est pas plus affaire de démocratie, bien au contraire. Il y a des inégalités criantes, justement, dans les processus de reconnaissance, justement, de la créativité. Dans question de sociologie, Bourdieu donne une belle définition, je trouve, de la création. Il dit ce que l'on appelle création est la rencontre entre un habitus socialement constitué et une certaine position déjà instituée ou possible dans la division du travail de production culturelle, on pourrait dire de la position aussi qui est dans le champ. Vous avez le champ artistique au Maroc, avec des logiques qui lui sont propres, avec des dominants et des dominés. Alors on peut nuancer dominant-dominé, c'est pas des positions figées, c'est des choses qui peuvent être extrêmement muables et intervertibles. Mais à un moment, vous avez des gens, par exemple, qui vont travailler, vont publier un roman. Qui va s'intéresser? Moi, je vois, par exemple, dans Voix d'auteur du Maroc, on est quand même, notre livre avec Abdallah Baïda et Mamoul Arbabi, on est quand même les seuls à être allés voir. Au début, on avait vu large. Au début, on voulait en mettre une centaine d'écrivaines et écrivains marocains. Après, on a réduit à 50, et puis 40, et puis finalement, on en a eu 30. 30 auteurs marocains qui vont, alors depuis Abdallah Taïa, qui est connu, là je parle des logiques de reconnaissance, je laisse de côté la création. Depuis Abdallah Taïa, qui est reconnu dans le champ littéraire, jusqu'à Issa Medine Tuber, qui a sorti son premier recueil de nouvelles aux éditions La Virgule, en passant par Bouteina Azami, que moi je considère, mais alors personnellement, subjectivement, comme une des plus grandes écrivaines marocaines, Maïdo Ami Sultan, qui est une auteure que personne connaît forcément au Maroc. Ses livres sont très mal distribués au Maroc. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a un talent très proche de Marguerite Duras. Quand on lit La Blanche, par exemple, on voit à quel point elle a travaillé le style, etc. Donc le problème dont souffrent des gens qui ont créé quelque chose. Alors après, moi je ne me mettrai pas en juge qui va dire si la création est bonne ou pas. Deleuze d'ailleurs rompait avec ça. Pour lui, le problème de la création, c'était l'immanence. C'est pas un livre est pas fait pour être interprété et dire si c'est bon ou pas bon. Il s'agit de comprendre comment il fonctionne, quels sont à un moment les problèmes qu'il pose, les affects qu'il dégage, les agencements pleins d'immanence qu'il construit. Il y a des très belles choses de Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe. Donc là, moi, ce que je trouve d'extrêmement important, c'est-à-dire au niveau de la créativité, c'est qu'il faut quand même des gens qui vous reconnaissent, à un moment que votre travail a de la qualité. Alors c'est là où dans le champ artistique, on parlait des politiques publiques. Si à un moment, effectivement, vous avez personne, et je trouve très très bien le travail que font des gens comme Younes Ajaraï au Salon du Livre de Paris, de mettre en avant justement les écrivains marocains, d'essayer. Bon, après, il peut pas inviter tout le monde, mais il a quand même invité des gens justement qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Des gens comme Maria Guessous, qui a gagné le prix Sofitel, qui fait aussi partie. Jean Zaganeris, vous êtes en train de nous dire finalement que nous avons un réservoir important oui, il y a une potentialité, un potentiel important en termes de création et de créativité, d'accord, mais qu'on n'arrive pas à les mettre suffisamment en avant, qu'on n'arrive pas à mettre la lumière. C'est-à-dire que si on avait eu, par exemple, au Maroc, un Spielberg, on n'aurait jamais su. Voilà, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ou presque. Oui, pourquoi pas. Mais je vais aller plus loin. C'est que si à un moment vous n'avez pas des gens, et Pierre Bourdieu le dit très bien dans les règles de l'art au niveau de Flaubert, ou Nathalie Henich au niveau de Van Gogh. Nathalie Henich sera là le 4 avril à la salle Gérard Philippe de Rabat pour faire une conférence sur la sociologie de l'art. Nathalie Henich dit une très belle chose sur Van Gogh. S'il n'y avait pas des gens qui avaient construit socialement justement la postérité de Van Gogh toutes ces années-là, on ne saurait pas que Van Gogh est important. Et Marie Binbin, dans son livre... Et vous ne voyez pas, par exemple, pour Van Gogh, de l'opportunisme capitaliste, justement? Parce qu'un artiste qui est mort, vous pouvez vendre ses toiles au prix que vous voulez, pratiquement. Non, à partir du moment où je romps avec mon anthropocentrisme herméneutique de chercheurs, de critiques d'art, et qu'à un moment je m'intéresse à des processus indépendamment justement de projeter mes propres critères de jugement de la qualité intrinsèque de l'œuvre, je ne peux m'intéresser qu'à une construction de grandeur. Et c'est là où je reviens, toute œuvre, toute personne qui à un moment a travaillé, s'est investie dans son art. Si on lit les correspondances de Van Gogh, il s'est mis corps et âme dans son œuvre. S'il rencontre par le fruit du hasard des gens qui construisent sa grandeur en tant que créatif,
subjectif. Même si moi je n'aime pas Van Gogh, du point de vue de ma petite affaire privée, c'est pas grave. Heureusement que des gens ont construit socialement le génie de Van Gogh. Et je voudrais juste, pardonnez-moi, insister aussi sur, on a parlé de Rarbaoui tout à l'heure. Il y a Alors, le très beau, juste une phrase. Je vais vous laisser finir, c'est juste pour rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Je voulais parler de Qassimi. Hein, j'ai dit Hariri, c'est ça? Voilà, c'est Qassimi dont je voulais parler. Oui, non, mais je renvoie par exemple les éditions Marsam. Regardez le nombre de peintres qu'ils ont mis en avant depuis. Alors, Qassimi, il y a Qassimi, il y a Rarbaoui, Mohamed Drissi. Bon, heureusement qu'il y a des gens qui construisent la grandeur de ce patrimoine marocain qui existe, qu'on le veuille ou pas, qu'on ne l'aime ou pas. Il y a des gens qui vous diront Rarbaoui c'est bien, Drissi c'est pas terrible, ou l'inverse. On s'en fout, ça c'est la petite opinion privée. L'important c'est que ces peintres ont existé. Ces peintres ont existé, ont créé quelque chose, après que ça nous plaise ou pas, on s'en fout. Et si vous n'avez pas des gens, que ce soit dans le politique, dans l'associatif, dans le monde de l'édition, dans le monde des galeries, qui mettent en avant la qualité intrinsèque de l'œuvre, et notamment en rompant avec ces logiques marchandes, justement, il n'y a rien de pire qu'un art qui est marchandisé, commercialisé. C'est là où on tombe dans l'uniformisation, c'est là où on tombe dans ce que Herbert Marcuse appelle la société unidimensionnelle. Et là, effectivement, là, il n'y a aucune plus grande menace pour l'art que l'homogénéisation, l'uniformisation. Il faut un moment, la création, c'est de la pluralité, la reconnaissance des pluralités, justement, créatives, qu'elles nous plaisent ou pas, subjectivement. Oui, vous voulez réagir, Nabil Boutaleb? Je vais réagir. C'est intéressant parce qu'il y a en fait deux concepts qui sont corrélatifs. Les conditions de création et les conditions de reconnaissance de cette création. Dans le deuxième cas, on peut construire les conditions de cette reconnaissance, à travers l'éducation notamment, les musées, à travers un récit qu'on déploie sur l'art collectivement. Maintenant, est-ce qu'on peut construire les conditions de la création? Je ne sais pas, je me pose la question. Si je prends, si je prends un petit peu ce qu'on vient de dire autour de la table, il faut certaines conditions politiques pour que la création émerge. Il existe, et il a existé historiquement, des sociétés dans lesquelles les conditions politiques étaient absolument désastreuses, mais qui ont permis néanmoins l'émergence d'un art fort. Latine. Oui, l'Amérique latine est un excellent exemple, absolument. Oui. L'Amérique latine des années 70, qui était devenue une latrine, comme disait le poète, a permis l'émergence d'énormément d'écrivains, peintres, musiciens ou autres. Alors, ramener la condition de la création à des conditions politiques favorables ne suffit pas à mon sens. Par contre, la reconnaissance... Justement, l'Amérique latine, les conditions n'étaient justement pas favorables dans les années 70. Oui, une société ultra éduquée avec des dictatures qui arrivent parachutées, forcément ça... Oui, puis je parlais aussi des auteurs. Justement, ces auteurs, je vais vous parler. Est-ce qu'ils ont connu le succès? Est-ce qu'ils ont connu le succès en étant sur place? Est-ce qu'ils ont véritablement été connus, célébrés justement dans leur pays, ou est-ce qu'ils ont eu une reconnaissance internationale après la chute des dictatures? Ce que j'entends simplement, c'est que les conditions de reconnaissance de l'art, ce sont des choses que nous pouvons construire collectivement, à travers un récit positif sur l'art qui se déploie dans l'éducation, qui se déploie dans la société civile, qui se déploie dans nos environnements. Et dans la contre-culture aussi, dans la contre-culture. J'entendais pas tout réduire à l'État. Je n'entends pas de culture contre culture, parce que effectivement, l'État, si on prend le cas du Maroc, Monsieur Louadi a souligné, je me réfère à un concept absolument horrible que tout le monde connaît, qui s'appelle l'art propre. Comme s'il y avait un art sale. Non, je ne parle pas de ces oppositions de ce type. C'est simplement de déployer un discours sur le beau, un discours sur l'art, qui soit appréciable, apprécié, et qui permette aux gens d'avoir un jugement esthétique. Oui, Salah Louadi, président fondateur du Mouvement d'Amir. Pour revenir à cette question de l'accès de chacun à la possibilité de créer, je vais essayer quand même de trouver, si vous voulez, une conclusion qui puisse nous unir sur notre façon de voir. Moi, je voudrais simplement insister sur la nécessité de démocratiser l'accès au savoir et aux moyens et espaces sociaux de la création. Oui. Ça, d'une part. Quant au mérite personnel de ce que ça va donner, c'est autre chose. Très bien. Mais nous devons, une politique publique dans le domaine de création devrait permettre à chacun de pouvoir accéder à faire prévaloir ce que lui... Est-ce que c'est pas un peu trop demandé? Enfin, est-ce que ce n'est pas un rêve finalement que de dire ce que vous êtes en train de nous dire quand on voit l'état de délabrement des maisons de la jeunesse, lorsqu'on voit l'école publique? J'y arrive. C'est d'autant plus urgent maintenant
d'y aller que c'est délabré, justement. Lorsque je vois dans le rapport du ministère de la Culture que la culture est donc dans le budget de l'État ne dépasse pas 0,05%, 0,5%, je me dis c'est grave. Alors qu'il y a des recommandations des organisations internationales qui sont bien au-delà de ça. Donc c'est une obligation publique. Je voudrais donner 2 exemples. J'ai été actif, je suis actif, j'espère pouvoir le rester encore longtemps, dans une association à la campagne. Vous ne pouvez pas savoir quel est le potentiel de soif, de connaissance et de découverte chez les enfants. Mais c'est extraordinaire. Et c'est justement à la campagne que les moyens font le plus défaut. Il y a un déséquilibre énorme. Dire que l'imaginaire des enfants est plus fertile que ceux que vous voyez éventuellement dans le monde urbain. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Le dimanche 12, il y a eu la remise en présence du ministre de la Culture, la remise des prix aux élèves les plus méritants en matière de lecture. Eh bien, nous nous sommes retrouvés aux larmes, devant une dizaine d'écoliers, de lycéens et même d'étudiants qui nous ont époustouflés. Pourquoi? Ils ont lu, pour certains des centaines, pour certains autres des dizaines de livres, et ils sont venus s'exprimer devant nous. On était sincèrement devant un potentiel extraordinaire. Les gens, les personnes, enfin les élèves qui se sont exprimés l'ont fait avec une aisance, avec une capacité d'interaction avec la salle qui nous a émus tous. Ça veut dire que si, et ça il faut aussi le souligner, c'est le travail assidu du réseau de lecture au Maroc, qui va dans les établissements scolaires, qui encourage à la lecture, qui organise des concours. Donc pour vous, le prix les prix sont des solutions à notre problème. Simplement, je voulais dire que si l'on fait un travail aussi limité soit-il, parce que quand même, une association comme le réseau de lecture est une association de la société civile qui a des moyens très limités, etc. Mais ça nous permet d'être en face de phénomènes qui nous démontrent qu'il y a de l'effort à faire afin de pouvoir dénicher des potentialités extraordinaires. Que ça soit, j'ai cité le cas de la lecture, on peut en citer d'autres. J'ai cité tout à l'heure le travail assidu de Madame Feu Mernissi, qui organisait jusqu'à la fin de sa vie des ateliers d'écriture. Et de là sont sortis des écrivains. Ça veut dire que l'écrivain n'est pas ce bonhomme ou cette bonne femme qui se met devant son ordinateur et qui écrit comme ça vient. Non, il y a aussi des choses à apprendre. Et justement, si des associations aussi limitées dans leurs moyens peuvent faire ça, ça veut dire que si nous avons vraiment un choix politique résolu, des moyens en concordance avec ces choix, on peut arriver justement à démocratiser l'accès aux espaces sociaux de création et donc à dénicher et à sauver les Mozart qui étaient en danger. Bon, Adil Hadjami, professeur d'histoire de la philosophie. Alors, oui, je voudrais rebondir sur 3 choses. La première, c'est que pour être créateur, pas besoin de parler. Moi, je trouve pas qu'il est vraiment que la création soit quelque chose qui est spécifique au sublime, si on veut dire. On peut être créateur dans n'importe quel domaine déjà. Je sais pas moi, un bon médecin, c'est un créateur, un bon journaliste. Il y avait quelqu'un qui disait que, excusez-moi le terme, mais même le plus grand crétin, quelquefois quand il parle de quelque chose, je sais pas moi, du bois ou de la cuisine, on dit ah là oui, mais quand il parle le salaud, quand il parle de cette chose, ah qu'est-ce qu'il excelle. Pas besoin d'être la création, c'est pas quelque chose qui est vraiment spécifique au côté sublime, le cinéma,
la peinture. Non, on peut être créatif dans des associations, dans la société civile, qu'on vient de dire. Et c'est le cas de mon cher ami Salah. C'est le cas de beaucoup d'autres gens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième touche à la question de la crise. Je ne veux pas paraître rétrograde, mais je crois que la crise, c'est l'état normal des choses, à mon avis. À toute époque, les gens qui ont vécu pendant cette époque, ils l'ont pensé comme étant une crise par rapport à quelque chose parfois mythologique, un passé mythologisé, ou une idée sur soi-même. Vous avez Nabil Boutaleb qui nous dit que comme on n'a pas connu d'âge d'or en termes de création, de créativité et d'art, etc., on ne peut pas connaître aujourd'hui un état de crise. C'est ce qu'il dit. Oui, j'y viens, si vous permettez. Ce que je veux dire aussi, si on est d'accord que c'est une crise, mais c'est une crise générale, à mon avis, c'est une crise aussi politique, et qui n'est pas spécifique qu'au Maroc. Quand on voit ce qui se dit en France, par exemple, même sur le niveau politique, le fait qu'il n'y a pas d'alternance possible politique, le fait qu'il n'y a qu'un seul choix politique aujourd'hui qui est posé, qui est la social-démocratie ou quelque chose de ce genre, c'est une crise globale et qui a comme cause, à mon avis, l'état du monde. Il y a beaucoup de grands penseurs qui ont essayé d'analyser le présent. Par exemple, c'est la crise de la transmission, sous l'hégémonie de la communication, disait-il. Ça d'une part, mais si on parle de... Et là, vous n'avez pas l'impression d'élargir un peu le scope et Ah oui, on fait partie du monde, je crois que c'est le cas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens qui regardent ce qui se passe justement dans l'ère de la communication, on ne peut plus penser que nous, ici et là. Non, il y a justement il y a un réseau, il y a le web qui fait la référence aujourd'hui. Mais si on parle plus spécifiquement de la crise du Maroc, moi je suis tout à fait d'accord, si on veut parler d'une manière plus précise, qu'au début des années 70, au Maroc, il y a eu vraiment un élan, quelque chose au Maroc. Et Casa y est pour beaucoup, je pense à Mohammadi, toute la gloire artistique et culturelle du Maroc. Des années 80, des années 90, des années jusqu'à aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on a eu depuis des artistes comme je ne sais pas moi, Feu Taïb Siddiqui ou les groupes de musique de l'époque. Pourtant, c'était un quartier très pauvre. Pourtant, c'était Carien Central. Ce qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur le rapport économie-création. Mais moi, je veux, si vous permettez bien, lire un petit texte tout petit qui à mon avis, qui diagnostique bien qu'est-ce que la cause de la crise aujourd'hui. C'est Deleuze, c'est cité dans c'est de Pourparlers, où il dit comment définir une crise de la littérature aujourd'hui. Il dit le régime des best-sellers, c'est la rotation rapide. Beaucoup de libraires tendent déjà à s'aligner sur les disquaires qui ne prennent que des produits répertoriés par un top club au hit parade. La rotation rapide constitue nécessairement un marché de l'attendu. Même l'audacieux, le scandaleux, l'étrange se coule dans les formes prévues du marché. Moi, je crois que c'est aujourd'hui ce qui freine la création, l'ennemi de la création, c'est le système. Et c'est quelque chose d'objectif qu'on ne peut pas vraiment battre par les plus bonnes intentions du monde. C'est un système. Et pour répondre à votre question qui est restée suspendue tout à l'heure, qui touchait le destin de l'œuvre finalement, c'est pourquoi on ne reconnaît pas un peintre dans le moment de sa vie, c'est les aléas de l'histoire, c'est la grande roue de l'histoire, c'est le coup de dé dont parlait Malarque. Mais on ne sait pas, dans l'histoire, des fois, il y a une alchimie qui se crée et on reconnaît un créateur et on oublie beaucoup d'autres. Vous avez cité Qassimi et Hariri, Sharqawi Gharbaoui. Moi, je veux citer un autre nom. C'est Saladi, le grand peintre marrakchi, que Dieu ait son âme.
Nabil Boutaleb, sémioticien, est-ce que aujourd'hui, quelque part, cette crise de l'imaginaire, de l'imagination que l'on peut éventuellement vivre, on peut percevoir ici dans notre pays, est-ce que quelque part ce n'est pas aussi dû au fait que nous ne savons pas faire la promotion des œuvres artistiques? Je pense par exemple au manga japonais. On commence par écrire des livres, des romans, tome 1, tome 2, tome 3, et puis le tome 4 ou 5 ou 6, pour le découvrir, il faut aller par exemple dans les salles de cinéma, puisqu'il y a une déclinaison cinématographique de l'œuvre initiale, qui est donc le roman papier. Et donc finalement, un art se nourrit d'un autre, un business model se nourrit d'un autre business model, celui du roman bascule vers celui du cinéma, et inversement. Est-ce que c'est aussi quelque part de notre faute que nous n'arrivons pas aujourd'hui à imaginer d'autres modèles économiques qui pourraient justement nourrir notre système culturel et notre système de pensée? Bon, j'ai été un peu radical là-dessus. Je pense pas que seul le système économique est responsable de ça. Pour rebondir sur ce que disait Monsieur Louadia, que je partage tout à fait, la peinture et le pinceau ne feront jamais un grand peintre, d'accord? Mais sans peinture et sans pinceau, on n'a pas de peinture. Absolument. Voilà. Oui. Donc on a une espèce de, on se mord la queue. Et pour aller dans le sens de notre ami cinéaste ici présent, j'ai une petite anecdote amusante d'Éric Rohmer, à qui on demandait qu'est-ce qu'il lui fallait pour faire un film. Et il réfléchit 2 minutes et il dit, une caméra, de la pellicule et 15 balles. Alors, le journaliste lui dit, pourquoi 15 balles, monsieur Rohmer? Il dit, pour acheter des clopes. Alors, en fait, ce qu'il dit simplement, c'est, j'ai besoin de ma subjectivité pour pouvoir travailler, quoi. Voilà. Et cette subjectivité, elle est marge du système économique, elle est hors du système économique. Elle n'est pas produite par le système économique. Par contre, elle est produite par un joli récit ou pas, qu'on fait de l'art dans notre esprit collectif. Alors, quel est ce récit aujourd'hui au Maroc? Je sais pas. Vous devez demander aux sociologues. Je sais pas. Othman Nasseri, réalisateur. Moi, je trouve que, en général, globalement, le monde aujourd'hui, on est en train de traverser une phase unique dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on se compare souvent au Maroc avec les pays très avancés, etc. Mais les pays très avancés se sont tous construits sur des strates bien connues, c'est-à-dire révolution, éducation, libération, démocratie, progressivement, jusqu'à arriver à l'état où elles sont aujourd'hui. Et puis la mondialisation. Pas les Américains? Pas les Américains, a priori. Oui, mais il y a quand même une base. Il y a malgré tout une base. C'est peut-être l'endroit la zone du monde la plus créative, plus créative. Oui, mais j'y arrive justement parce que ce que je veux dire en fait, c'est que aujourd'hui, notre société à nous, aujourd'hui, dans le monde arabe, en Afrique, etc., il y a bien sûr un défaut d'éducation, un défaut de formation, un défaut de développement tout court humain, etc. Sauf que ces pays où il y a ce défaut se sont pris, excusez l'expression, dans la gueule une mondialisation sur un même pied d'égalité que les pays développés. Donc, c'est a priori une entrave, c'est a priori quelque chose d'handicapant, mais en réalité, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Mehdi, vous avez posé la question des modèles économiques actuels. Est-ce qu'on peut réinventer quelque chose? Justement, c'est là que la créativité des responsables politiques et des stratèges de nos pays peuvent créer quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire capitaliser sur une situation inédite de pays ou de sociétés pas forcément très évolués d'un point de vue culture, éducation, etc., mais qui ont reçu la mondialisation de la même manière que l'ont reçu, cette globalisation de la même manière que l'ont reçu les sociétés avancées, et à partir de là, peut-être voir qu'est-ce que ça donne, parce que c'est nouveau, c'est inédit dans le temps, mais c'est aussi inédit sur Terre. Je veux dire, un pays peu formé, avec une société peu formée ou mal formée, qui reçoit des éléments de mondialisation de la même manière, moi j'ai envie de dire, il y a peut-être quelque chose qui pourrait en sortir. Il y a peut-être, bien sûr, il faut rattraper le retard, etc., mais il faut le rattraper pas de la même manière que la France l'a fait en 1789. Je vous entends sur ce que vous êtes en train de dire, je le reçois parfaitement, sauf que on peut endosser ou faire endosser la responsabilité aux politiques, aux stratèges, etc. Mais il y a aussi les artistes qui sont aussi un peu responsables. Je veux dire, quand vous avez un événement aussi marquant historiquement que la Marche verte, et il aura fallu quand même attendre presque 40 ans
pour avoir un film sur cet événement majeur de notre histoire. Est-ce que quelque part c'est la faute aux politiques là? Bah, il y a de toute façon pour faire des films, on compte beaucoup sur l'argent public. Et de toute façon, on fait 20 films par an, ce qui est déjà énorme par rapport au monde arabe. Donc, pour épuiser toutes les thématiques qu'il y a et arriver à celle de la Marche verte, effectivement, il y a beaucoup de chemin à faire. Maintenant, oui, événements majeurs, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous, on écrit des choses et on se rend compte que aujourd'hui encore, il y a encore 50 millions de thématiques qu'on n'a pas encore creusées, qu'on n'a pas encore. C'est par paresse intellectuelle. Encore une fois, qui crée, où ont étudié ces gens-là, quel est leur background, quelle est leur source d'inspiration. Moi, je pense, sans vouloir jeter un pavé dans la mare, je pense qu'il y a, je le dis sans langue de bois, je pense qu'il y a un très grand nombre de nos créateurs qui manquent de culture. Voilà, je vais le dire sincèrement. On manque de culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un réalisateur, pour ne parler que de mon métier, qu'est-ce qu'un réalisateur? Un réalisateur n'est pas forcément une personne qui sort d'une école de cinéma avec des connaissances techniques, c'est quelqu'un qui a voyagé, c'est quelqu'un qui a développé une sensibilité, c'est quelqu'un qui a développé une empathie. L'empathie d'ailleurs, quelque chose qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles au Danemark, etc., et ben c'est quelque chose... Voilà, à défaut d'avoir été éduqué à ça, on a besoin de cette empathie, on a besoin de se poser, de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre pour pouvoir écrire. On me pose moi souvent la question, on me dit, tu écris sur X, un tel, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas un travail schizophrène? Est-ce que c'est pas déroutant? Est-ce que c'est pas un dédoublement de personnalité? D'ailleurs, nos amis philosophes ici présents peuvent rebondir après là-dessus, mais oui, je pense que les personnes qui sont appelées à créer quelque chose pour nos publics ne sont pas forcément en grande majorité suffisamment cultivées. Ne lisent pas assez. Sur ce point précisément, Nabil Boutaleb, sémioticien, vous êtes d'accord avec ce que nous dit Othman Nasseri? En manque de culture, c'est ce qui bloque l'imagination et l'imaginaire et donc la créativité des uns et des autres. Moi, je me souviens d'une période, je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou pas, où j'étais plus ou moins proche de certaines agences de communication, où tous les directeurs artistiques étaient des étrangers. Je veux dire, les choses comme ça, bon, ça n'a rien de méchant, mais c'est juste un constat. Est-ce que c'est encore le cas? Et est-ce que finalement, parce que comme nous le dit Othman Nasseri, on manque de culture, donc le côté artistique, imaginaire, etc., c'est pas pour nous autres Marocains, mais c'est plutôt pour les autres. C'est un problème, enfin, je comprends les mots de Othman et je comprends aussi l'amertume qu'il peut avoir. Je crois qu'on parle d'œuvre d'art, donc on parle d'expérience esthétique, donc de jugement esthétique. Et ce jugement esthétique, il s'éduque, il se construit. Oui. Voilà. L'école en fait partie, c'est une des institutions. La rue en fait partie. Les associations en font partie. Je voudrais citer une association qui fait un joli travail, qui est Kanou Maken, qui fait un travail donc pour permettre en fait à des enfants pauvres dans des communes rurales éloignées, désenclavées, de recevoir de l'art, de comprendre, d'avoir un jugement esthétique et de s'exprimer. Il y a autant je dirais, d'institutions possibles, autant d'actes collectifs que nous pouvons faire pour amener à peaufiner ce jugement esthétique ou à créer ce que Othman appelle une culture, en fait. Je pense qu'il parlait de la culture de l'image en particulier. Une culture tout court, de prise de risque, de curiosité. Tout à fait. Vous posiez la question de savoir pourquoi on n'a pas fait un film sur la Marche verte ou sur ceci ou cela. Moi, je suis assez étonné de voir qu'on fait finalement peu de films ou peu d'écrits sur notre histoire, sur notre mémoire. D'abord, ça vient probablement d'une certaine fêlure de notre mémoire, d'une certaine fêlure identitaire et qui se reproduit dans le champ artistique. Qui aurait pu mieux se reproduire, parce que la fêlure, on dit souvent que la fêlure crée de quelque chose de beau, donc des gens qui ont souffert peuvent créer quelque chose de beau. Moi, je pense encore une fois que quand je disais la culture, j'inclus tout ce qui est prise de risque, pas forcément, c'est-à-dire que pas forcément être issu de familles aisées. Il y a des gens qui ont pris des risques à partir de rien. Moi, j'ai un père qui, dans les années 60, avec 100 francs en poche, a voyagé. Je pense qu'il faut aller vers l'autre, il faut avoir cette curiosité-là. C'est-à-dire que pas forcément être le descendant d'une famille aisée, comme on a tendance à penser maintenant, effectivement. Être descendant d'une famille aisée offre un certain nombre d'opportunités que des gens de familles modestes n'ont pas forcément, mais je pense que la prise de risque et la curiosité sont des choses indispensables et impératives. Oui, Jean Zaganiaris, enseignant-chercheur en sociologie.
Oui, au niveau des films, moi je voulais juste parler d'une recherche là que j'ai menée cette année sur le film de Larsen Zinoun, Femme écrite, qui est sorti en 2012, dont le scénario a été coécrit avec Mohamed Soukri. Et les entretiens, alors vous parlez tout à l'heure les récits avec les gens, j'ai fait plusieurs entretiens semi-directifs avec Larsen Zinoun, et ce qu'il en ressort, c'est premièrement une très grande culture générale, c'est-à-dire Femme écrite raconte l'histoire d'une prostituée contemporaine qui va jouer le rôle de Meri Ridia. Meri Ridia, qui était cette poétesse berbère, également prostituée des années 30-40, qui va être créée par René Eloge. Alors Larsen Zinoun il dit dans les entretiens, je suis pas universitaire. Mais alors, ce qui ressort de ces entretiens, c'est d'abord les discussions avec Abdelkebir Khatibi en 2008-2009, quand le film lui trotte dans la tête sur le corps, la calligraphie arabe, etc. En 2010, il va passer une année à la BNRM, au moment où elle ouvre, il va regarder les archives, il va lire tout un tas d'ouvrages. Il coécrit le scénario avec un universitaire, qui est Mohamed Soukri, qui va beaucoup apporter également de son érudition. Malheureusement, il disparaîtra tragiquement au moment où le film sort. Et ce que fait Larsen Zinoun dans son film, c'est ça justement, c'est une tradition oubliée. Il se replonge dans une mémoire occultée. Alors, moi, je n'adhère pas du tout aux thèses de l'art propre, bien évidemment, mais sociologiquement parlant, l'art propre existe. C'est des formules rhétoriques utilisées notamment par des frères musulmans qui sont également rentrés au Maroc. Et quand Fatim Layachi, justement, se couche dans un tas d'ordures, c'est pour réagir à cette fiction sociale, mais qui a des effets de réalité terribles, qu'on appelle l'art propre. Et c'est dans ce sens-là où je parle de contre-culture, une culture qui se construit contre une hégémonie culturelle, qui est aussi un discours d'État, ou qui est un discours transcendant, qui est un discours qui justement empêche la créativité et la liberté, et qui met de l'argent justement pour reproduire artistiquement, ou culturellement, pas artistiquement, le conformisme. Mais vous avez d'autres films justement qui les met en valeur. L'Enfant cher, qui est sorti au cinéma dans le début des 2012, je crois, qui parle des années 30, la violence, des ingérences coloniales qu'il y a eu dans les années 30. Bon, il y a eu après des films qui replongent aussi dans l'histoire, les années de plomb, etc. Alors après, on peut leur reprocher qu'artistiquement c'est pas joli, qu'il y a des manques de moyens. Moi je m'inscris dans un registre sociologique. Et je pense qu'il en est de même des romans. Si vous lisez les romans de Zakia Daoud, par exemple, Zeynep, Reine de Marrakech, je pense qu'il y a une érudition importante. Chez Abdelkebir Khatibi, ses romans sont empreints justement de son travail sociologique, et notamment son travail sociologique sur la littérature, sur l'art. Je pense au roman de Mamoul Lahbabi, qui est déjà venu sur votre plateau, qui est universitaire. Les romans d'Abdellah Baïda, Nom d'un chien, Le dernier salto, il y a une érudition, les mythes du Maroc. Voilà, là, cette mémoire justement du Maroc, les mythes, l'histoire, l'histoire urbaine. Nom d'un chien de Abdellah Baïda, c'est l'histoire d'un type, alors du coup, qui s'appelle Kleb. Et ce prénom lui a été assigné au moment de la colonisation, justement, parce qu'on savait pas comment l'appeler, on lui balance ça, il va traîner ça, de famille, d'héritage en héritage, le type se retrouve comme ça dans les années 2000 à s'appeler comme ça. Et Abdellah Baïda, je pense que dans son roman, qui est un roman de fiction, c'est pas un essai, mais il y a une érudition, une culture, c'est-à-dire il suffit de lire les romans des années 2000-2010, se plonger. Rita El Hayat, qui a aussi participé à Voix d'auteur du Maroc, son texte est magnifique, le faire parler, le silence en tant que femme, et faire parler de silence, c'est se plonger dans la mémoire justement des femmes. Son roman La Liaison, quand elle l'a présenté en 2011 à la Bibliothèque nationale du Maroc, c'était magnifique. Il y a toute une histoire justement occultée par les transcendances, et notamment certains fondamentalismes réactionnaires qui justement nous disent que la volupté, le sexe, le désir, c'est des importations occidentales. C'est complètement faux, et heureusement que des écrivaines, des écrivains marocains, des artistes, des cinéastes, des peintres sont là pour nous rappeler justement cette histoire. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est socialement construit pour que ces gens-là aient un certain écho, que des gens s'intéressent à ce qu'ils disent. Et pourtant, ce qu'ils disent est capital, je pense, pour l'histoire du Maroc, et notamment pour la mémoire du Maroc aujourd'hui, au moment où cette mémoire, justement, cette mémoire autre que celle qu'on nous balance aujourd'hui, est menacée par un péril qui est celui, effectivement, de l'extrémisme religieux, de la transcendance, d'une certaine violence machiste et sexiste. Il y a une histoire que ces écrivains racontent, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'oreilles ou de regards pour leur reconnaître justement la grandeur de leur travail. Que après le fond, tout ça, l'esthétique nous plaise ou pas, ça c'est un autre problème. Ils savent pas le vendre, ce travail.
Ben, à un moment, le vendre commence. C'est-à-dire quand vous tapez aux portes, quand à un moment vous vous adressez aux instituts français, vous vous adressez à la BNRM, vous vous adressez, qu'à un moment, ben, personne vous répond, ça vous intéresse pas. À un moment, on se décourage. Il y a aussi la désolation, le ras-le-bol. Et à un moment, je m'en fiche. À un moment, j'écris. Une fois, j'ai fait un entretien avec un écrivain qui me disait, je me fiche. Et c'est un écrivain important, je dirais pas son nom, qui dit, je m'en fiche d'être connu de mon vivant. J'écris pour la postérité. Dans 100 ans, il y aura des gens qui reconnaîtront l'intérêt de ce que je dis. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. C'était sorti dans un entretien semi-directif. Et c'est là où la sociologie est importante. Écouter aussi ces personnes, s'intéresser aux conditions sociales de production des œuvres, s'intéresser justement à leur diffusion, à leur réception, s'intéresser, aller voir les présentations publiques d'écrivains. C'était intéressant. Abdallah Taïa, à la librairie Khalila Ouadimnas, qu'il a dit publiquement justement au sujet de son roman, celui qui est digne d'être aimé, le rapport au Maroc, l'histoire, justement les marabouts, il exaltait l'histoire de Salé. Alors il exalte pas en universitaire. Il exalte en tant qu'individu qui a incorporé par corps justement cette histoire dans son enfance. Voilà, le marabout de Salé, quand on descend vers la mer, tout ça. Ben, mais après, il suffit, il faut lire et en parler. Oui, Othman Nasseri, réalisateur, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Le film Femme écrite de Zinoun m'a justement fait penser à cette inéquation dans laquelle on est en train de vivre, parce que j'ai un exemple très concret. Quand je dis inéquation, on est vraiment dans une inéquation, c'est-à-dire dans une situation nouvelle à laquelle il faut trouver une réponse intelligente. Je m'explique. On a déjà proposé des scénarios au Centre cinématographique marocain, donc qui donnent de l'argent public pour aider les créateurs à faire des films. Hein, donc on sait des avances sur recettes. Quand je parlais tout à l'heure de concepts importés de la mondialisation qui nous est entré dans notre culture, mais sur une base d'inculture, je vais donner un exemple très simple. Moi, j'ai déjà écrit un film qui s'appelle Les Papillons d'automne, qui n'a jamais vu le jour, peut-être bientôt, qui raconte justement l'histoire d'une prostituée qui va devenir résistante pour se battre contre le colonisateur. Eh ben, vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, on est dans une démocratie, monsieur, et on ne peut pas mettre de l'argent public. Alors, ça part de très bonnes intentions. On ne peut pas mettre de l'argent public dans quelque chose qui va dépraver nos jeunes. Donc, première partie d'un discours extrêmement rationnel et digne d'une démocratie scandinave. Deuxième partie de discours absolument aberrante. Voilà l'inéquation dans laquelle on est. Voilà pourquoi je dis on est en train de traverser une époque absolument unique dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire un certain nombre de pays ont récupéré des concepts hérités de la mondialisation et des plus grandes démocraties sur une base complètement faussée. Voilà. Donc, simplement, je voulais raconter cette anecdote et on peut en discuter. Donc, l'argent public doit être utilisé à bon escient. Que veut dire bon escient au final? Voilà. C'est qui vous a dit ça? C'est un membre de la commission que je ne nommerai pas. D'accord. Non, mais là, c'est intéressant. De très bonne intention, mais c'est intéressant. Si vous me permettez, le changement de président. Dans les entretiens que je fais avec Larsen Zenoun, c'est Soukri qui a un moment, pas Soukri, mince. Comment il s'appelle, l'ancien président du CCM, qui justement, voilà. C'est lui qui, à un moment, effectivement, donne le visa d'exploitation à femme écrite en l'interdisant en moins de 16 ans. Et là, il serait intéressant de voir aujourd'hui, justement, est-ce qu'on considère tous les spectateurs comme des enfants, ou est-ce qu'à un moment, on interdit au moins de 16 ans, au moins de 12 ans, etc. Et dans ce cas-là, on peut financer quelque chose qui touche à l'art. On m'a dit que le contribuable marocain se plaint clairement que ces thématiques ne les intéressent pas. D'où l'intérêt de constater véritablement. Comment ils ont quantifié cela? Les réseaux sociaux se plaignent. Il y a eu un gros scandale après l'affaire de mon confrère Nabil Ayouch. Il y a eu des choses comme ça, le film qui n'a pas vu le jour. D'ailleurs, je suis passé en commission tout de suite après lui. Donc je trouve ça intéressant à la limite. C'est là où les pratiques sociales sont importantes pour penser justement les conditions sociales de production de la création. Et il faudrait voir vraiment peut-être le changement de président au CCM et les impacts. Il faudrait voir sous forme d'hypothèse. Mais c'est un arbre qui cache une forêt. Ce que je veux dire, c'est que on est dans un système biaisé qui part de très bonnes intentions, mais qui est biaisé. Voilà. Donc, Salah Louadi, vous voulez réagir, président fondateur du Mouvement d'Amir. Oui, moi je voudrais revenir sur. Vous avez soulevé un point très important, c'est-à-dire le contexte historique dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui impose un certain nombre, si on veut, qui soulève, qui met devant notre nez, les questions fondamentales d'aujourd'hui, auxquelles, à mon avis, la création devrait s'intéresser. Bien sûr,
Et bien sûr, et je suis inspiré par ce que vient de dire Siatman Nasseri. Oui, il y a des questions aujourd'hui. Si la création, sous toutes ses formes, mais essentiellement dans le domaine symbolique, dans le domaine artistique, pour différencier un peu de ce que tu as dit à Adil tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire dans le domaine qui influe directement sur l'imaginaire collectif et l'imprègne d'une façon éphémère ou durable, mais dans le cas qu'il imprègne. Et c'est de ça que je veux parler. C'est de cette excellence que je veux parler. C'est de cette créativité que je voudrais parler. Qui imprègne, qui peut nous suivre jusqu'à nos chambres à coucher. Je voulais justement, sur la base de ce que vient de dire Siatman, en plus, c'est-à-dire les défis auxquels est confrontée la création d'aujourd'hui. Premièrement, je crois la préservation de ce que nous sommes, essentiellement. Siboutal a parlé tout à l'heure de tout ce qui est domaine de création qui n'est pas nécessairement répertorié dans ce qui est création, c'est-à-dire notre artisanat, le patrimoine, absolument, nos danses, nos chants, etc. Ça, c'est qu'il faut revisiter pour les faire vivre, qu'il faut revisiter et non reproduire à l'identique. Absolument. Et si nous considérons que la création, c'est en même temps, en préservant ce que nous sommes dans sa dynamique de vie, en même temps que de faire ça, s'atteler à répondre aux défis qui se posent aujourd'hui à nous en tant qu'humains, mais aussi en tant qu'humains. En tant qu'humain, un créateur ne peut pas se dire je suis seulement ceci ou cela. Un créateur est fondamentalement universaliste. Voilà, d'accord. Alors, si c'est le cas, je crois que les questions fondamentales d'aujourd'hui, les dangers même, le communautarisme rampant, les discours de haine. Regardez ce qui se passe en France. Maintenant, la France, chantre des droits de l'homme et de la démocratie, pays parmi les 3 pays qui sont considérés comme des fondateurs de l'idée de la démocratie. Eh bien, regardez le discours qui est en train de circuler. Regardez en Europe aussi. Regardez l'administration américaine, quel est son discours d'aujourd'hui. Ne parlons pas de Daesh et autres discours de haine. Donc, nous sommes confrontés. L'extrême droite en France, elle est l'une des plus fortes en Europe. Absolument. Oui. Alors, il y a ce qu'on peut aujourd'hui constater et nommer et qualifier comme la fermeture de l'Occident. Les images des personnes flottant sur les vagues en Méditerranée, c'est extraordinaire, de symbolique de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et donc, c'est aussi une question cruciale de notre temps. Le délabrement de l'espace culturel qui est le nôtre, c'est-à-dire arabo-islamique. Regardez ce qui se passe. Qui aurait cru que ça pourrait se passer de cette façon? Qui aurait cru le poète Adonis l'avait prévu, lui qui disait, souvenez-vous, qu'on sort de l'énergie créative du monde. D'accord. La violence aveugle, la question aussi cruciale, 2 milliards de personnes n'ont pas accès aux choses élémentaires, 2 milliards d'humains comme vous et moi. C'est une question aussi de distribution des richesses, de redistribution des richesses. Donc, il y a quelque chose à reconstruire. De toute façon, les classements internationaux ne l'idée que le XXe siècle aurait pu être vraiment un couronnement de toute une évolution et un couronnement positif de toute l'évolution des souffrances, eh bien, cette idée est battue en brèche aujourd'hui. Et le créateur ne peut pas faire l'économie de répondre à sa façon à ces défis, à ces questionnements majeurs pour le devenir de l'humain, de ce que nous sommes. Adil Hadjami, professeur d'histoire de la philosophie. Alors, je veux d'abord remercier notre ami Nasseri qui a dit ce qui est, d'une certaine manière, ce qu'il faut dire. Nos créateurs professionnels, disons-le, même si c'est paradoxal, c'est même un oxymore, il n'y a pas de professionnels de création, mais je ne veux pas généraliser, bien sûr, mais disons, ils ont un rapport un peu paradoxal avec la culture. C'est pas des gens qui lisent beaucoup. Moi j'en connais beaucoup. Vous le savez mieux que moi. Mais
plus que ça, moi je crois que c'est pas que pour les créateurs professionnels. Il y a une crise, si on est d'accord pour utiliser ce gros mot à mon goût, mais il y a une crise de la culture savante, de la littérature, comme j'ai dit, du papier, disons, ce support fragile de l'essentiel, comme disait Claudel. Il y a une crise et on la voit très clairement dans l'école. Pour moi, la crise de l'école, je vais tout à l'heure parler de l'école, et l'autre nom de la crise de la créativité, de la création. C'est-à-dire sans réforme de l'école publique, pas de créativité, pas de création, de qualité, j'entends. Aujourd'hui, le défi, je peux dire même qui dépasse le Maroc, le défi mondial, ça reste l'école, ça reste l'éducation. Et pourtant, vous avez des artistes, je ne parle pas seulement du Maroc, mais aussi en Occident, qui n'ont pas fait d'études brillantes, parfois même qui n'ont même pas transité par les bancs de l'école, et qui arrivent à être créatifs et qui sont reconnus pour leur talent. Oui, justement, mais je parle pas de l'école dans le sens professionnel. Je parle de l'école. Dans le sens d'éducation. Oui, de l'éducation, je peux dire de l'éducation, parce que on va rejoindre ce que vient de dire Salah tout à l'heure, c'est que il faut d'abord que l'État fait son travail. Il faut donner aux gens les moyens de créer, mais c'est pas une condition suffisante. Mais il faut d'abord qu'on donne les moyens. Moi, quand je pense, par exemple, aujourd'hui à des gens de la société civile qui militent pour créer des petites bibliothèques dans les communes rurales, dans le Maroc profond, à côté de Khnifra, à côté de Azilal. C'est un travail déjà à mon avis, qu'il faut saluer, et c'est important. C'est que l'État doit faire son travail. L'État a déserté. On vient d'entendre le chiffre du budget de ZES qui est scandaleux. Des écoles publiques. Scandaleux. Aujourd'hui, la seule chose dans laquelle il faut investir, c'est la matière grise. Moi, ça me révolte quand j'entends de telles choses. Est-ce qu'on est toujours aussi archaïque? Penser que pour créer vraiment le développement, il ne faut miser que sur ce qui est matériel, mais c'est d'une bêtise incroyable. Parlons de l'école, je veux finir par ça. Moi, je crois que beaucoup de choses qu'on vient d'évoquer, de discuter, n'ont de solution que dans l'école. Mais justement, l'école est en crise. C'est une crise plus profonde que l'école. Je viens de dire tout à l'heure que c'est le nouveau modèle, qui est le modèle de la communication. L'école, c'est plutôt la transmission. C'est pas, il n'y a rien d'important, disait Nietzsche, qui ne se transmet d'homme à homme. Qu'est-ce que cela veut dire, la communication, la transmission? La communication, c'est le portable. Transmettre, c'est éteignez vos portables, justement. C'est le temps, c'est l'histoire. Ce n'est pas la communication dans l'espace. C'est pas et-nous, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et quand je vois l'état de l'école aujourd'hui, si je veux être un peu indulgent, je dirais pas qu'au Maroc, partout, mais surtout au Maroc. Ça me laisse vraiment, ça me donne le droit d'être magistralement pessimiste, il faut le dire. Et puis, et quand j'entends que notre ministère de l'éducation ne trouve comme solution que justement de promouvoir les gadgets technologiques pour sauver l'école, mais c'est justement c'est être myope complètement. Est-ce que vous seriez par exemple pour une fusion entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture? Tous les deux sont pauvres. En augmentant le budget, oui, effectivement. Non, le budget de l'enseignement est le troisième, et le troisième en importance après la défense nationale et la sécurité, et après la dette publique. À mon avis, il faut qu'il soit immédiatement. Est-ce que vous seriez par exemple pour une fusion, Salah Louadia, entre ces deux ministères, ministère de la Culture? Pourquoi est-ce qu'on a séparé la culture de l'éducation? Et la jeunesse aussi. Et la jeunesse. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin dans ce pays de plus justement de culture, et de culture qui se marierait avec l'éducation et avec la jeunesse? Absolument. Un grand ministère, je très grand dirais ministère. un pôle ministériel, qui regrouperait tout ça et qui mettrait un peu je me rappelle du temps de Sarkozy en France, il y avait le ministère de la jeunesse et de la santé et du sport, un seul ministère ils avaient trouvé un lien entre le sport et la santé.
santé. Donc du coup, ils avaient créé un super gros ministère. Est-ce qu'on pourrait imaginer est-ce que vous appelleriez ça de vos voeux au Maroc? J'appelle aussi à ce que soit démarré ce grand, comment dirais-je, Grenelle, ce grand rêve, ce grand projet national, chantier, merci, chantier national de l'éducation et de l'enseignement. Ça, c'est primordial parce que finalement, c'est ce qu'on apprend. Et Dieu sait que il y a énormément de choses à reprocher à ce qu'on apprend à nos jeunes. C'est une urgence. Ça se reproduit dans toute l'attitude sociale. Mais ça fait 20 ans que c'est une urgence. Est-ce qu'il va falloir dessaisir tous les partis politiques à mon avis, je l'ai écrit il y a 3 ans, j'ai dit maintenant, le chantier de l'enseignement, il faut le retirer complètement au tiraillement politique. Il faut le donner à qui? Il faut le donner à qui, Salah Louadia? Justement, mettre en œuvre un pacte national, travailler sur une génération ou deux et fermer sa gueule, si vous permettez, et travailler justement sur ce projet national. On ne peut pas laisser aujourd'hui un tel chantier d'une importance capitale, victime ou de tiraillements politiques qui parfois sont d'une gravité exceptionnelle. Adil Hadjami. Il faut surtout pas. Je venais de le lire. Il faut surtout pas. D'ailleurs, s'il vous plaît, lorsque lorsque tu entends un responsable de l'État, je ne veux pas le citer, mais vous allez le deviner, et dire que nous n'avons rien à faire avec la philo et la littérature. On se prend Ah oui, ça c'est quoi ça? Nous n'avons pas besoin de réfléchir. Oui. Adel Hadjami. Justement, je voulais dire une chose très simple, c'est que c'est trop sérieux pour le laisser en main des politiques. Je crois la question de l'école, c'est pour moi, pour le Maroc et pour le monde, parlons du Maroc, c'est ce qui nous concerne de près. Moi, je ne crois pas que des choses de ce genre, de petits changements concernant la gérance peuvent changer quelque chose. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de profond au Maroc qui touche l'école parce que, à mon avis, que ça soit la question de la création ou de la politique ou les problèmes fondamentaux de la société, c'est à l'école qu'on peut, et avec l'école qu'on peut les régler. Nabil Boutaleb, sémioticien, libérer l'imagination, libérer la créativité, c'est d'abord libérer l'école publique du jeu politique. Certainement, oui. On va revenir à l'art proprement dit. L'art et l'expérience esthétique. On a parlé au début de la possibilité d'atteindre au sublime, d'être dans l'extase. On parle donc bien d'un cheminement spirituel, c'est-à-dire que l'art nous amène à travers un cheminement spirituel intérieur ou autre. Alors, ce qui se passe dans nos sociétés, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est que cet appel spirituel de l'art rentre en conflit avec les idéologies dominantes et notamment le discours politico-religieux. Et c'est ce qui, à la base, pose des problèmes, aussi bien pour l'éducation que pour l'art. Absolument. D'accord. Othman Nasseri, réalisateur. Ouais, tout à l'heure vous avez dit par rapport à l'école publique. Oui, justement. C'est le point d'achoppement. J'ai envie de dire Adil Hadjami, Salah Louadia. Exactement de ça que je voulais parler. Justement. Voilà. Tout à l'heure vous avez dit ça fait 20 ans qu'on répète la même chose et on n'a encore rien vu de concret. Je pense que parfois il est bon de ce qui va sans dire va mieux en disant. Il est bon peut-être aussi de redire exactement et concrètement à ces gens-là. Peut-être certains d'entre eux nous écoutent en ce moment même ou leur feront parvenir les messages. Il est bon de répéter ce qui nous paraît à nous tous évident autour de cette table. D'abord une école égalitaire parce que souvent on dit de toute façon on a un système privé qui forme des élites pour tirer le pays vers le haut. Non, je dis non, 1000 fois non, parce qu'une école égalitaire a l'immense de qualité, égalitaire à l'immense... Une école publique, bien sûr, égalitaire à l'immense... avantage de faire sentir les enfants de ce pays la mixité sociale comme vecteur d'éducation. De leur donner cette mixité sociale ou des citoyens impératif à la bonne construction psychologique de ces personnes-là. Bravo. Impératif. Deuxièmement, concrètement, qu'est-ce qu'on gagne? C'est un investissement. Supposons même que l'État n'est qu'un investisseur absent du service public immédiat et qu'il est dans un investisseur
et que c'est un investisseur qui attend un retour sur investissement. Le retour sur investissement d'un système éducatif performant est énorme, puisque à ce moment-là, beaucoup de choses vont rouler toutes seules. Ça paraît peut-être utopique ce que je dis, mais c'est prouvé par des sociologues, par des écrits, par des chercheurs, etc. Donc, on est dans quelque chose de, je vais parler en des termes extrêmement terre à terre, on est dans quelque chose de très lucratif. C'est-à-dire, ça paie un système éducatif égalitaire, public et performant, ça paie, c'est prouvé. Voilà. Oui, Jean Zaganiaris, enseignant-chercheur en sociologie, sur la créativité sans une école publique de qualité, vous y croyez? Vous pensez que c'est possible? On pourrait libérer les imaginaires dans la situation, on va dire, actuelle de notre école publique? Alors, deux choses, hein, ça dépend de l'enseignant. Je pense au très beau livre de Najat Dialmi, Mémoire d'un enseignant, qui montre que malgré quelqu'un qui enseigne dans le public et malgré tous ses manques de moyens, il y a une éthique de conviction dans ses pratiques de professeur. Mais je voulais revenir sur la question du ministère de la Culture et notamment votre question, si on peut relier les deux. Moi, je pense, alors, je ne suis pas dans le politique, je ne saurais pas, mais je pense au très beau livre d'Ahmed Massaya qui a montré les enjeux de lutte pour que le ministère de la Culture s'autonomise, et notamment du ministère lors des tourismes, de la jeunesse, des beaux-arts. À un moment, on avait relié dans les années 70, après les deux coups d'État, on avait relié le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement pour favoriser l'alphabétisation. Mais ça n'a pas marché parce qu'on a tué ce qu'on appelle la politique culturelle. Donc bien avoir en tête l'histoire, vous parlez de l'histoire, c'est important de lire des livres. Il y a deux livres importants là-dessus. Amina Touzani sur les politiques culturelles au Maroc et Un désir de culture de Ahmed Massaya. Et là, je pense qu'on a de très belles réponses pour penser aujourd'hui justement la création comme quelque chose peut-être de transversal dans les politiques publiques, mais garder quand même l'autonomisation d'une politique publique de la culture qui apportera notamment dans les écoles, je pense, avec des partenariats, des transversalités, qui apportera dans les écoles justement des choses très importantes, l'imagination, le rêve, la volonté, l'engagement et l'éthique aux jeunes apprenants. C'est très très important. C'est-à-dire mettre des passerelles entre ces ministères, mais garder leur autonomie. On est d'accord, on est entièrement d'accord. J'ai dit tout à l'heure, créer un pôle ministériel. C'est-à-dire que le ministère garderait son autonomie, mais en même temps qu'il agencerait ses politiques avec ce... Oui, comme dans les années 80, 90, où il y avait ce synergie. Je dirais même un pôle de l'éducation et la défense. 15h30, merci en tout cas à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Adil Hadjami, professeur d'histoire de la philosophie, Salah Louadia, président fondateur du mouvement Damir, Nabil Boutaleb, sémioticien, Othman Nasseri, réalisateur, et merci également à Jean Zaganiaris, enseignant-chercheur en sociologie. Merci à vous tous, messieurs. Tout de suite, place aux après-midi tentations. C'est jusqu'à 18h, les nuits magiques de 20h à minuit en compagnie de Karim Malam Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.